Je suis Johanna Cohen du cours Anna. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un acteur, un chef d'orchestre, un comédien, un compositeur. J'ai la chance de recevoir Laurent Couzon. Aujourd'hui, nous allons parler musique de film, musique classique. Et nous venons d'entendre Laurent Couzon. Bonjour. Bonjour Johanna. Nous venons d'entendre un extrait de The Rest is Silence. Raconte-moi un peu tout ça. J'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître ton parcours. Tu as plusieurs cordes à ton arc. C'est quand même fou d'avoir autant de disciplines. Comment ça se gère ? Vas-y, je t'écoute. Bien, écoute, alors, bon, la musique qu'on vient d'entendre est extrait d'une musique de film que j'ai fait. J'ai fait une 50aine de films à peu près. Mon premier métier, c'est d'abord d'être un compositeur. J'ai commencé la musique très jeune, dès l'âge de 5 ans. Et très vite, j'avais envie de créer ma propre musique. C'est venu assez jeune. Et puis, est venue ensuite une autre passion, qui est la passion de chef d'orchestre. Il se trouve que j'ai jamais été un assez bon instrumentiste pour pouvoir intégrer un orchestre moi-même et continuer à avoir une carrière d'instrumentiste. Et j'ai toujours préféré finalement eu envie d'une certaine manière de diriger plutôt que d'être dirigé. Et ça, c'est pas un exercice de pouvoir, mais c'est parce que en tant que compositeur, on analyse beaucoup les partitions qu'on aime. Et c'est vrai que le rôle d'un chef d'orchestre, c'est d'arriver à transmettre sa propre vision et sa propre interprétation de l'œuvre à tout un ensemble de musiciens qui est devant lui. Et ce métier m'a tout de suite donné envie. C'est-à-dire, j'avais envie d'être celui qui dit, voilà comment moi je ressens cette œuvre et comment je l'imagine et comment j'ai envie de la transmettre à un public. Incroyable. Ça a commencé donc à 5 ans. Est-ce qu'on est rentré après dans un conservatoire ? Oui, j'ai commencé en école de musique. Je suis rentré au conservatoire assez jeune et d'abord en province, dans ma chère ville de Tours. Et puis je suis monté à Paris, comme on dit, ensuite pour intégrer le conservatoire de Paris, en ressortir avec des prix. Et puis j'ai commencé tout de suite à travailler dans la musique. Alors c'est vrai que tu parlais de la diversification et une carrière de musicien classique, c'est pas forcément facile à gérer parce que il y a peu d'élus, parce que les places sont chères, elles sont aussi exigeantes. Et tu vois, quand je suis arrivé à Paris, je gagnais ma vie en étant pianiste de jazz, dans les hôtels, dans les bars, dans les cabarets, jusqu'à ce que peu à peu, on me passe mes premières commandes de compositeur et que je puisse commencer à gagner ma vie avec ça. Tes premières commandes, si mes souvenirs sont bons, ça a été chez Radio France. Ils t'ont passé leur première commande. Mes premières œuvres jouées sur scène ont été à Radio France, qui a été depuis toujours un des viviers de la création contemporaine. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces merveilleux orchestres, l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio France, et puis d'avoir pour la première fois des musiques qui passent dans les antennes de Radio France. C'est bien là que ça a commencé, oui. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir chef d'orchestre ? Bien sûr. Bien sûr. Ce métier, je sais qu'il est toujours très, très mystérieux pour les gens. C'est pas commun. C'est-à-dire, ils se demandent toujours à quoi sert un chef d'orchestre. J'entends toujours cette question, on vous voit remuer les bras, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je te l'ai un petit peu expliqué avant, un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui va se mettre d'abord au service d'une partition, la servir et en donner l'interprétation à des musiciens. Notre travail, il est loin d'être silencieux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogue pendant les répétitions. On dialogue avec les musiciens, on essaie de leur expliquer pourquoi on veut aller dans telle ou telle direction. Donc il faut savoir à la fois être ferme et puis aussi gagner l'amour des gens qu'on dirige, parce que sinon on n'arrive à rien. Donc c'est un travail très psychologique. Et le chef d'orchestre, le plus important, c'est d'ailleurs la même chose que chez un comédien. On croit toujours que ses bras, les bras, effectivement, donnent le tempo, donnent de l'expression, donnent beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, c'est le regard. Le regard, c'est savoir regarder le musicien auquel on s'adresse, bien le regarder et transmettre par ses yeux et par son visage l'ensemble des émotions que l'on veut transmettre à un musicien. Est-ce que ce serait possible que tu puisses m'apprendre un ou deux gestes d'un chef d'orchestre, oui, comme ça? C'est simple. En fait,
Par exemple, si on fait une mesure à 4 temps, le premier temps, il va être en bas, ici. Le deuxième va être sur le côté, voilà, à gauche. Le troisième à droite. Et le dernier temps en l'air. Donc, si on découpe 1, 2, 3, 4, ça fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Très bien, exactement. Voilà. Et après, l'important, c'est que le mouvement dessine aussi le tempo. Donc, le mouvement doit être vraiment dans le tempo qui est donné par le bras. Bah dis-moi, c'est un vrai métier. Tout ça s'apprend effectivement pour répondre à ta question. Il y a des techniques, hein, il y a vraiment de la technique de direction, c'est-à-dire apprendre vraiment à manier ses bras et à manier sa gestuelle pour qu'elle soit extrêmement précise. Donc ça, c'est un vrai apprentissage. Mais ensuite, c'est vrai que c'est aussi quand même beaucoup un travail de personnalité, de communication, de psychologie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se rallient un peu avec le théâtre, mais on en parlera après. Bien sûr, tu regardes les vidéos des grands chefs d'orchestre, ce sont des acteurs, on voit tout dans leur visage. Toute la musique qu'ils dirigent passe dans leurs yeux et dans leurs expressions. Un grand chef d'orchestre, c'est vraiment beaucoup ça. C'est un acteur muet. Et dans le corps aussi. Et dans le corps. Ouais. Comment tu trouves ton inspiration pour créer tes musiques ? Eh bien, d'abord, probablement en écoutant beaucoup d'autres musiques, puisque la première source d'inspiration vient de sa culture et de ce qu'on connaît. Le grand musicien Maurice Ravel disait qu'il ne faut pas craindre d'imiter, car c'est en imitant que l'on sait si l'on a quelque chose à dire. Et donc ça passe d'abord par ça, c'est-à-dire l'assimilation des grands maîtres, des grandes musiques que l'on aime, essayer d'abord un peu de les reproduire, et puis peu à peu, il y a quelque chose qui va naître. Et après, les sources d'inspiration sont nombreuses, hein. Ça peut être aussi bien les voyages, les femmes, bien sûr. Surtout. Donc tu peux t'inspirer de musique d'autres cultures aussi. Oui. Tous les grands musiciens l'ont fait, hein, que ce soit dans le classique, dans le rock, dans le jazz. Ils ont beaucoup été inspirés par leur voyage, la rencontre avec d'autres cultures, la rencontre avec d'autres musiciens. C'est ça qui est absolument enrichissant. Là, je reviens d'une expérience fascinante. J'étais à Bali et il y a un producteur qui m'a proposé de venir faire une résidence avec un orchestre gamelan. Un orchestre gamelan, c'est un orchestre traditionnel indonésien qui est vraiment aux antipodes de toute la musique occidentale. Donc c'est une musique que je ne connaissais absolument pas, dont je ne connais pas les codes. Ce sont des modes qui ne sont absolument pas compatibles avec la musique européenne. Donc j'ai dit, je vais venir, mais je ne sais absolument pas comment on va pouvoir faire de la musique ensemble, parce qu'on ne peut pas imaginer deux langages plus différents que celui que je fais quand je suis à un piano et celui de cet orchestre traditionnel. Eh bien, figure-toi que la magie a opéré, parce qu'on s'est retrouvés. On était dans une cour, au milieu des poules et des chèvres. On avait installé un piano électrique, il faisait 35 degrés, je dégoulinais de sueur sur mon piano électrique, et peu à peu, j'ai essayé ils m'ont communiqué comment marchaient leurs instruments, et puis le jour du concert, une magie est née, quasiment presque que de l'improvisation sur un dialogue entre les deux cultures, et je crois que l'un et l'autre, nous nous sommes beaucoup enrichis, et que ça enrichira notre création personnelle par la suite. Combien de temps tu mets pour composer une musique ? Tout dépend de la musique, bien sûr. Là, c'est une musique pour orchestre prend évidemment beaucoup de temps, parce que à partir du moment où on écrit pour 70-80 musiciens, il faut réaliser une grande partition d'orchestre. Donc ça, c'est très très long à exécuter, parce qu'il faut évidemment écrire pour chacun des instruments, penser l'orchestration, et après la durée varie en fonction de à la fois de la durée du morceau, la nomenclature de l'orchestre. Évidemment, écrire une pièce pour piano seul de 2 minutes, ça va beaucoup plus vite que d'écrire une grande pièce pour orchestre. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Si je te parle de Requiem 19, oui. Ça t'inspire beaucoup, surtout dans ces moments-là, oui. Aujourd'hui. Oui. Requiem 19, en fait, j'aime l'idée que
un artiste soit aussi un homme engagé, hein, comme disait Camus, un homme embarqué dans la galère de son temps. Et j'aime la musique de divertissement, comme tout le monde, hein, j'aime aller danser et m'amuser, mais j'aime aussi quand les œuvres, j'ai la naïveté de croire que les œuvres d'art peuvent encore changer le monde, d'ailleurs elles l'ont souvent changé. Et Requiem 19, c'est une initiative que j'ai eue parce que je suis un passionné de théologie et de religion, et je voulais pour la première fois, ou une des premières fois, parce que ça n'a pratiquement jamais été fait, écrire une œuvre de la paix qui essaye de réconcilier, si on peut employer ce mot un tant soit peu, les trois grandes religions du livre. Donc cette œuvre est écrite pour la première fois en hébreu, en arabe et en latin, et nous avons donné cette œuvre à la fois dans une église, dans une synagogue, dans des lieux islamiques, et on a à chaque fois fait venir aussi des représentants des communautés en signe de paix à s'asseoir les uns à côté des autres et communier autour de la musique. Voilà. Si la musique peut servir un tant soit peu à ça, c'est pour cela que j'ai écrit cette œuvre, et je dois dire qu'à chaque représentation, il y a eu cette magie qui s'est produite, que peut-être seule la musique peut donner, de la communion et de la vraie fraternité. On écoute encore un petit morceau. Sublime, vraiment. Merci. On va parler un peu cinéma. Oui. Cette fameuse rencontre avec Claude Lelouch, c'est quand même incroyable d'avoir écrit pour une dizaine de films. Oui, déjà. Mais évidemment, c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie, parce que j'ai admiré l'homme bien avant de le rencontrer. J'étais un grand fan. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait comme tous les jeunes fans, j'ai été frappé un peu à la porte des musiciens que j'admirais, et j'ai été voir notamment son compositeur qui s'appelait Francis Lay, et je dois dire que sur les nombreuses portes de grands musiciens que j'admirais, c'est la seule qui s'est ouverte, et elle s'est énormément ouverte, puisque Francis a dit à Claude Lelouch, tu sais, je ne serai pas toujours là, et il faut aussi maintenant des jeunes musiciens qui prendront le relais. Je voudrais te présenter Laurent Couzon. Il s'en est déjà... C'est exceptionnel qu'un compositeur fasse ça avec un autre. C'est le signe de sa grande générosité, de sa grande modestie. Et ensuite, il en est né une amitié avec Claude Lelouch qui dure depuis plus de 20 ans. Je travaille sur tous ces films depuis que je l'ai rencontré, et c'est au-delà d'une collaboration, c'est une amitié, et puis c'est une certaine fusion dans nos univers, parce que j'aime sa philosophie de la vie, j'ai un peu la même, on s'est retrouvés, et surtout la musique que j'aime faire, comme celle qu'on entend au fond, qui est parfois un mélange de jazz et de musique symphonique, c'est également tout ce qu'il aime mettre dans ses films, donc on s'est bien trouvé, ouais. Un extrait de Ces amours-là. C'est un film également où tu as été acteur. Oui. Oui, il faut qu'on en parle. Bon, tu as dit que j'étais acteur. Je ne me considère pas comme un acteur. J'ai joué dans ce film-là. C'est vrai que c'était le rôle principal du film, mais parce que Ces amours-là racontent aussi l'histoire d'un musicien juif pendant la Seconde Guerre qui sauve sa vie grâce au piano, et il n'avait pas envie d'un acteur qui fasse semblant. Il avait envie vraiment d'un acteur qui joue vraiment sur le piano avec ses doutes, avec ses failles, avec ses erreurs. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on n'est pas réellement un pianiste de pouvoir jouer cela. Il me dit, écoute, comme tu as à peu près la tête et l'âge du rôle, j'aimerais que tu le fasses.
Et ça a été une super expérience. Mais même s'il y avait des vraies scènes de comédie, je jouais quand même un musicien et donc je me sentais assez à l'aise. Et puis c'est vrai que depuis, j'ai joué dans tous ces films parce qu'il aime bien me faire jouer à chaque fois. Il y a toujours des rôles de musiciens dans les films de Lelouch. Mais voilà, je ne sais pas si je peux jouer d'autres rôles, mais en tout cas, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce que Laurent Couson a aussi une formation théâtrale? Non, pas du tout. Alors, comment on travaille avec Claude Lelouch en étant comédien? Claude Lelouch, il sait faire très bien jouer la comédie à tout le monde. C'est un des plus grands directeurs d'acteurs du monde. Mais c'est vrai que... Il marche beaucoup à l'improvisation. Oui, voilà. Et puis au naturel. Et il utilise les acteurs pour ce qu'ils sont. Il va chercher ce qu'ils sont réellement. Donc, c'est le travail qu'on a fait ensemble. Il me disait sans arrêt, ne fais rien, sois toi-même. Joue simplement. Voilà, et c'est là. Finalement, la meilleure école qui soit. Tu sais qu'au cours ANA, on a également des cours de comédie musicale. Et j'ai appris que toi aussi, tu en dirigeais plusieurs. Oui. Ça aussi, en plus. J'en ai écrit aussi plusieurs. Oui, je suis un passionné de comédie musicale. La comédie musicale, c'est l'opéra moderne, c'est l'art complet, c'est la danse, le théâtre, c'est le chant, c'est la musique. Et puis, il n'y a pas une année où je ne vais pas à Londres voir toutes les nouveautés, parce que c'est vrai que malheureusement, à Paris, on en a peu. Il y a peu de comédie musicale. C'est quelque chose qui n'est pas dans la mode française. J'ai jamais bien compris pourquoi. Parce que à chaque fois qu'il y en a, dans quelques expériences comme à Mogador, au Châtelet, c'est toujours des succès. Et oui, j'ai eu la chance d'en diriger plusieurs et d'en écrire. Et notamment avec Radio France, ça a été une de mes premières commandes. Et d'ailleurs, à ma connaissance, je me demande s'ils ont une autre fois commandé une comédie musicale là-bas qui s'appelait Angers Démon. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes, aux futurs comédiens, futurs chanteurs, futurs peut-être chefs d'orchestre? Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner, mis à part de travailler corps et âme? J'ai l'impression que tu travailles comme un bourreau. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais il y a un conseil que j'essaie déjà de m'appliquer à moi-même depuis quelque temps, c'est d'essayer si on veut devenir artiste, de bien se rendre compte dans le monde dans lequel nous vivons actuellement et d'essayer d'en apprivoiser les codes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'être un peu l'artiste maudit dans sa chambre avec sa bouteille de vin, son piano et simplement écrire et après donner ça au monde. Ça ne marche plus, il faut vraiment énormément communiquer, il faut être son propre vendeur, il faut avoir une maîtrise de la communication, des réseaux sociaux, de son image, puisque aujourd'hui on achète plus une image qu'un contenu. Alors, il ne m'appartient pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, le conseil que je donnerais à un jeune musicien, c'est que s'il ne fait pas attention à tout ça et qu'il n'apprivoise pas cette nouvelle manière de faire de l'art, malheureusement, il restera tout seul dans sa chambre avec sa bouteille et son piano. Est-ce que quand tu composes une musique, est-ce qu'elle a déjà pris forme niveau orchestration? Oui, la plupart du temps, oui. L'orchestration se dessine en même temps. Et puis après, on affine parce que faut pas oublier qu'un compositeur, la plupart du temps, compose au piano. Et construit ses harmonies, ses thèmes au piano, et peu à peu, il va imaginer les instruments qui vont le jouer, mais ça peut être très très clair dès le début, et ensuite s'affiner. Oui. Quels sont tes maîtres? D'abord, moi je viens de la musique classique, donc c'est la musique que j'écoute le plus, que j'ai le plus de plaisir à écouter. C'est celle que je mets naturellement quand je me réveille le matin ou quand je m'endors le soir. Donc, c'est toujours difficile de faire des choix, mais je dirais que si je devais faire un top 5, je mettrais Ravel, je mettrais Schumann, je mettrais Prokofiev, je mettrais Mahler et je mettrais Mozart. Voilà.
Mais c'est une liste vraiment non exhaustive. Donc chef d'orchestre, compositeur, pianiste, comédien, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, nous avons la radio, animateur. Oui, alors je suis heureux que à RCJ il m'ait proposé de faire cette émission parce que voilà, j'essaye de transmettre, et notamment aux jeunes générations, l'amour que j'ai pour la musique classique, et de leur dire, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Et ça fait des siècles que ça dure, et que cette musique ne s'arrêtera pas parce qu'elle est intemporelle, elle est moderne, elle est jeune, et donc il ne faut pas que vous passiez à côté de ça, il faut continuer à écouter ce patrimoine, à le perpétuer, à le jouer. Et d'ailleurs, je suis certain que dans 2000 ans, on les écoutera encore et on les jouera encore. Et cette émission, elle me permet de... Chaque semaine, j'invite une personnalité que les gens connaissent, mais qui n'est pas un musicien, qui vient un peu soit des politiques, des écrivains, des acteurs, à m'expliquer pourquoi la musique classique les a touchés. Et moi, je leur donne ce que je sais en tant que chef d'orchestre, c'est-à-dire comment a été écrite cette œuvre, pourquoi, les clés historiques. Et donc, il y a un dialogue, je trouve, qui est un peu à bâton rompu et qui donne envie, je l'espère, à ceux qui ne connaîtraient pas encore la musique classique, de se plonger dans cet univers merveilleux. C'est ça, donc tu ressens quand même que les invités en face boivent un peu tout ce que tu leur racontes et sont... Oh, moi aussi, parce qu'en fait, je suis passionné de savoir comment les gens, la musique rentre dans la vie des gens. Et notamment la musique classique, comment ils ont découvert ça. Et quand je parle avec eux, souvent il y a un rapport à l'enfance, ou il y a un rapport à l'amour. C'est-à-dire, un morceau est arrivé ça a véritablement changé leur vie. C'est pour ça que je dis que l'art change le monde, parce qu'il change aussi la vie des gens. Et donc, je suis fasciné en fait de ça et toujours très curieux, d'une part de savoir comment la musique classique arrive dans la vie des gens et pourquoi elle n'y arrive pas surtout. Quand elle n'y arrive pas, j'essaie de comprendre pourquoi. Et c'est vrai que la plupart du temps, la musique classique, comme le théâtre, comme des arts un peu majeurs, comme disait Gainsbourg, un peu exigeant. Il faut souvent quelqu'un qui nous prenne par la main. On ne va pas avoir le réflexe, quand on a 16 ans, de rentrer à l'Opéra de Paris. Ça va faire peur. On va dire que ce truc-là, c'est pas pour moi, et c'est trop cher, et j'y connais rien, etc. Alors qu'en fait, non. Quand on a 16 ans, c'est pas cher. Et deuxièmement, c'est le plus beau spectacle. C'est mieux qu'un film Marvel, quoi. C'est du grand spectacle à l'état pur, et personne ne peut y rester insensible. Donc, il faut essayer d'accompagner, notamment les jeunes générations, à aller découvrir ces musiques et à pouvoir nous permettre et à permettre aux nouvelles générations de musiciens de continuer de faire leur métier. Mais à part Claude Lelouch, une rencontre qui t'a marqué? Il y en a beaucoup. Je vais parler de Didier Lockwood. Didier Lockwood, c'était un grand violoniste de jazz qui m'a beaucoup appris sur la transmission, sur la pédagogie et justement sur tout ce dont on vient de parler. Comment transmettre son amour de la musique aux autres plutôt que de la garder pour soi. Et Didier était un homme merveilleux, il me manque chaque jour parce qu'il nous a quitté brutalement à 60 ans, il y a maintenant 5 ans. Et voilà, ça restera une des plus belles rencontres musicales que j'ai faites et je crois une des plus grandes pertes pour le monde de la musique. Comment tu es devenu directeur musical associé des 3 cultures à Séville ? Oui, ça c'est là qu'est née aussi un peu ma passion pour l'œcuménisme. J'ai été appelé d'abord par en fait il y a une fondation qui a été montée par Daniel Barenboim sur le fait de faire résonner au Maghreb, en Espagne, en Israël, en Palestine, des musiques chantées dans les 3 langues des 3 religions. Et donc j'ai été pour la première fois appelé par le gouvernement du Maroc pour faire ça avec l'orchestre et les chœurs de Rabat. Et ça a été une expérience merveilleuse et ensuite ils ont voulu continuer à la fidéliser. Moi, je m'occupais de la partie hébreu, j'écrivais en hébreu. Il y avait un compositeur égyptien qui écrivait en arabe. Et sur les œuvres catholiques, on prenait plutôt des grandes œuvres du répertoire, les grandes œuvres, les grands requiems, les grandes messes. Et
Et c'est pour ça que quelques années après, je me suis dit, peut-être il faut écrire une œuvre qui, dans une même œuvre, regroupe les 3 langues. Et c'est comme ça qu'est né Requiem 19. L'une des dernières questions. Comment as-tu eu l'idée de créer South Asia Music Production ? Oui, ça j'ai passé presque 5 ans de ma vie en Asie puisque j'ai pris la direction du Bangkok Symphonic Orchestra. Voilà, donc j'ai dû aller habiter là-bas. Et c'était un orchestre qui faisait un concert de musique classique à peu près par mois, qui avait du mal à trouver son public, parce que c'est vrai qu'en Asie du Sud, la musique classique n'est pas encore, c'est pas comme en Chine, extrêmement populaire. Et en fait, une des idées pour essayer de développer leur activité, leur donner plus de travail, ça a été de créer un studio d'enregistrement, qui est encore aujourd'hui un des plus grands studios d'enregistrement d'Asie, pour leur faire faire aussi des musiques de films et des enregistrements. Donc on est allé chercher des partenariats avec la Chine, avec l'Inde, avec Bollywood, avec la France aussi bien entendu. J'ai fait venir beaucoup d'artistes français dans ce studio et on a pu faire plus d'une 50aine d'enregistrements, des films à la fois de Bollywood, des films chinois, des films français, des films américains qui sont venus et ça a permis à cet orchestre de travailler 10 fois plus qu'il ne le faisait et aux musiciens aussi d'apprendre un nouveau langage, celui de la musique de film. Je vous l'ai dit, Laurent Couzon, un parcours juste incroyable. Si tu devais garder un seul métier, j'ai l'impression de faire toujours le même métier parce que moi, mon métier, c'est la passion. Donc, j'ai autant de passion à faire une émission de radio, à transmettre la musique que j'aime qu'à la faire moi-même. Mais évidemment, j'ai la musique chevillée au corps et jamais elle m'a quitté. Et une journée sans musique est une journée ratée. Donc, je vois pas comment je pourrais m'en passer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Eh bien, on peut me souhaiter l'amour et le bonheur. Laurent Couzon, merci 1000 fois. Vraiment. C'est moi, Johanna. Très, très intéressant. Et j'espère que ça donnera envie d'aller écouter de plus en plus de la musique classique. En tous les cas, on va opter pour ça. Merci 1000 fois. Vous pouvez retrouver cette interview sur Deezer, sur Spotify, sur Instagram, au micro avec Johanna, et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très vite.